Bonjour et bienvenue dans ce cours où nous allons parler en fait de la mesure du temps et des oscillateurs de façon énergétique. Alors depuis la nuit des temps, l'homme a essayé de mesurer le temps qui passait et il s'est basé en fait sur des phénomènes qu'il voyait et qui changeaient périodiquement. La Terre tourne autour du Soleil, il ne le savait pas, mais ceci influe sur ce qu'on voit autour de nous et donc ça lui a permis de définir ce qu'on appelle une année. La Lune change aussi et ça lui a permis de définir ce qu'on appelle un mois et évidemment l'alternance des nuits et des jours lui a permis de définir le jour. Donc ceci est une façon de découper le temps, de mesurer le temps en années, mois et jours sur des phénomènes périodiques. Pour avoir une mesure plus précise du temps, il a fallu se baser sur des phénomènes qui variaient plus rapidement, par exemple des écoulements comme dans un sablier ou une clepsydre, ou évidemment on peut encore utiliser le soleil en graduant plus précisément une table comme ceci pour faire un cadran solaire. Mais la vraie révolution a été quand on a inventé en fait des horloges à pendule qui sont basées en fait sur un pendule qui oscille de droite à gauche avec une période ou une fréquence donnée et tout un système qui fait que on va faire avancer en fait une aiguille de façon régulière en fonction de la fréquence qui est ici. Voici la première révolution, donc les horloges à pendule. Deuxième révolution, c'est quand on a utilisé le quartz pour faire des horloges électriques. Donc on a utilisé la fréquence de vibration naturelle du quartz et le fait que le quartz a un piézoélectrique pour faire exactement la même chose de façon électrique. Donc l'aiguille avance régulièrement en fonction de la fréquence de vibration du quartz. Et enfin, dernière révolution, les horloges atomiques, qui sont en fait des horloges à quartz qui se règlent elles-mêmes sur une fréquence bien connue émise par un atome de césium quand des électrons changent de position autour de son noyau. Alors voilà, donc ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que pour mesurer le temps, on utilise des phénomènes périodiques, et évidemment, plus ces phénomènes ont des fréquences connues précisément, meilleure est la mesure du temps. Alors étudions maintenant un pendule qui est la base en fait de la mesure du temps. Un pendule, de façon mécanique, c'est un objet d'une certaine masse, qu'on va considérer comme ponctuel, hein, au bout d'un fil. Et si on l'écarte de sa position d'équilibre, eh bien il va osciller comme ceci, et voici en fait une période qui est filmée. Alors on peut s'intéresser à trois moments cruciaux de ce mouvement. Le début, la première position en bas et la position en face, donc c'est une demi-période tout ceci. Hein. Et on va noter h la hauteur sur laquelle on a lâché le pendule, et v la vitesse maximale atteinte au milieu. Alors on peut étudier ceci de façon énergétique. Par exemple, l'énergie cinétique, au début il n'y avait pas d'énergie cinétique, évidemment, il n'y avait pas de vitesse. La vitesse maximale est atteinte en bas, donc l'énergie cinétique maximale est atteinte en bas. Et quand l'objet remonte, il va perdre son énergie cinétique jusqu'à ne plus en avoir du tout. Alors l'an dernier, on s'est posé la question d'où venait cette énergie cinétique et vous avez défini ce qu'on appelle l'énergie potentielle avec l'expression mgh. Donc cette énergie potentielle, l'objet là au début parce qu'il est haut et donc il va perdre cette énergie potentielle qui va se transformer en énergie cinétique et la regagner quand il va remonter de l'autre côté. On a défini aussi l'an dernier ce qu'on appelle l'énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Bon, très bien, voilà une belle analyse énergétique. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est, en fait, pourquoi cet objet et comment cet objet transforme son énergie potentielle en énergie cinétique. Qu'est-ce qui fait que cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que vraiment l'énergie potentielle? En fait, l'évolution de ce système est due aux forces qui sont appliquées sur ce système. Et il y a deux forces qui sont appliquées sur ce système, le poids, bien sûr, et la tension du fil qui est suivant le fil. Et donc, c'est l'effet des forces qui va faire que cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique. Alors, l'effet d'une force sur un système, du point de vue énergétique, c'est ce qu'on appelle le travail d'une force. Alors, terminons ce cours avec un petit bilan énergétique du pendule simple. Vous voyez, ce pendule est écarté de sa position d'équilibre. On va voir son évolution au fur et à mesure qu'il descend. Alors, vous voyez ici, en bas, que son énergie potentielle va diminuer et son énergie cinétique va monter. Alors si on continue l'évolution, eh bien on voit qu'en fait,
nous avons l'énergie cinétique qui se transforme en énergie potentielle et la somme reste constante. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de force de frottement dans cette modélisation ici. Donc nous avons juste le travail du poids qui transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement. Et dans ce cas-là, l'énergie mécanique se conserve. Il n'y a que des forces conservatives qui travaillent. L'autre force qui est présente, c'est la tension du fil, qui ne travaille pas, car on a vu qu'elle avait un angle de 90 degrés par rapport au déplacement. Modifions un petit peu les paramètres, mettons quelques frottements. Et dans ce cas-là, si on met des frottements, vous voyez que l'énergie mécanique ne va pas se conserver, tout simplement parce que le travail des frottements va faire perdre de l'énergie mécanique au système. Donc avec frottement, l'énergie mécanique va diminuer. Donc c'est un cas beaucoup plus réaliste.